La pluie tambourinait contre les vitres du petit café chez Margot, avec une insistance qui semblait vouloir percer le verre. Élise Moreau essuya ses mains humides sur son tablier usé et jeta un coup d'œil à l'horloge murale, dont les aiguilles indiquaient 23h30. Encore une demi-heure avant la fermeture, et elle pourrait enfin rentrer dans son minuscule studio du 15e arrondissement, où l'attendaient ses factures impayées et un réfrigérateur désespérément vide. 26 ans. Elle avait déjà l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, toutes marquées par la difficulté et la solitude. Le café était presque désert à cette heure tardive. Seuls quelques habitués sirotaient encore leur dernière consommation de la soirée. L'établissement, coincé entre une laverie automatique et un magasin de téléphone portable dans le 10e arrondissement, n'avait rien d'extraordinaire. Les murs jaunis par la fumée de cigarettes d'époque révolue, les chaises dépareillées et le zinc rayé témoignaient de décennies de vie parisienne sans phare. Pourtant, c'était là qu'Élise gagnait péniblement sa vie depuis 3 ans, enchaînant les doubles services pour joindre les deux bouts. Soudain, la porte s'ouvrit avec violence, laissant entrer une bourrasque de vent glacé et un homme titubant. Il devait mesurer près d'1,80 m, portait un costume qui avait dû coûter plus cher que le salaire annuel d'Élise, mais il était dans un état lamentable. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, sa cravate de soie pendant de travers, et il empestait l'alcool à 3 mètres. Il chancela vers le comptoir, se rattrapant de justesse à une chaise qui grinça sous son poids. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous d'Élise et de cette mystérieuse rencontre nocturne? Un whisky, articula-t-il difficilement, le meilleur que vous ayez. Sa voix était grave, légèrement rauque, avec un accent qui trahissait une éducation bourgeoise. Élise l'observa un instant, partagée entre l'agacement et une étrange compassion. Elle avait l'habitude des clients éméchés, mais celui-ci dégageait quelque chose de différent. Malgré son état, il y avait une prestance naturelle dans son maintien, une élégance qui ne s'effaçait pas même dans l'ivresse. « Monsieur, nous fermons dans 20 minutes, dit-elle doucement. Peut-être devriez-vous rentrer. »« Chez vous ?» L'homme leva vers elle des yeux d'un bleu intense, presque troublant. Ils étaient injectés de sang, mais conservaient une intelligence aiguë qui contrastait avec son état d'ébriété. « Chez moi ?» répéta-t-il avec un rire amer. « Et où serait-ce d'après vous ?» Il y avait une tristesse profonde dans sa voix, une blessure que l'alcool n'arrivait pas à anesthésier complètement. Élise sentit son cœur se serrer. Elle reconnaissait cette expression, cette détresse qu'aucune richesse apparente ne pouvait masquer. « Je vais vous servir un café bien fort, dit-elle en contournant le comptoir. Vous en avez besoin. » L'homme voulut protester, mais elle était déjà en train de préparer un expresso dans la machine qui crachait et sifflait comme un vieux dragon. Le café était l'une des rares choses qu'elle préparait avec soin dans cet établissement, y mettant tout son savoir-faire acquis durant ses études interrompues en hôtellerie-restauration. Quand elle posa la tasse fumante, devant lui leurs doigts se frôlèrent brièvement. Elle fut surprise par la douceur de sa peau, si différente de ses mains à elle, marquée par les brûlures et les coupures du métier. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, après avoir bu une gorgée du café brûlant. « Élise » répondit-elle simplement. « Et vous » Il hésita un instant, comme s'il pesait les conséquences de cette révélation. « Alexandre » dit-il finalement. « Alexandre Monclerc. » Le nom ne disait rien à Élise, mais elle hocha poliment la tête. Elle ne lisait pas les journaux économiques, trop occupée à survivre au quotidien pour s'intéresser aux faits et gestes des puissants de ce monde. Alexandre Monclerc était pourtant l'un des hommes les plus riches de France, héritier d'un empire hôtelier qui s'étendait sur 3 continents. Mais pour Élise, il n'était qu'un homme perdu, visiblement en proie à des démons qu'elle ne pouvait que deviner. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda-t-il soudain, la fixant de ses yeux bleus troublants. La plupart des gens auraient appelé la police ou m'auraient jeté dehors. Élise haussa les épaules, gênée par l'intensité de son regard. « Tout le monde a droit à un peu de compassion, non? Et puis, vous n'avez l'air ni méchant ni dangereux, juste triste. » Alexandre resta silencieux un long moment, tournant sa tasse entre ses mains. « Triste » répéta-t-il comme s'il goûtait le mot. « Oui, c'est exactement ça. » Les autres clients étaient repartis un à un, laissant le café dans un silence que seul troublait la pluie qui continuait de marteler les vitres. Élise commença à ranger, nettoyant les tables et empilant les chaises, mais elle gardait un œil sur Alexandre qui sirotait son café en silence. Il avait retrouvé un peu de couleur et l'alcool semblait se dissiper lentement. «
Vous devriez vraiment rentrer chez vous, dit-elle en s'approchant. Il est presque minuit, et il fait un temps épouvantable dehors. Alexandre leva les yeux vers elle, et elle fut frappée par la vulnérabilité qu'elle y lut. Cet homme, malgré ses vêtements coûteux et son assurance naturelle, semblait aussi perdu qu'un enfant. « Je ne peux pas conduire dans cet état, avoua-t-il, et j'ai renvoyé mon chauffeur plus tôt dans la soirée. » Élise hésita un instant. Elle n'avait pas les moyens de s'offrir un taxi jusqu'à son domicile et encore moins de payer la course d'un inconnu. Mais quelque chose dans l'expression d'Alexandre la touchait profondément. « Où habitez-vous » demanda-t-elle. « Avenue Foch » répondit-il. « Dans le 16e. » Élise faillit s'étrangler. L'avenue Foch était l'une des adresses les plus prestigieuses de Paris, où les appartements se vendaient plusieurs millions d'euros. « C'est assez loin d'ici » dit-elle faiblement. « Je sais » répondit Alexandre en fouillant dans ses poches. « Je peux vous payer le taxi, bien sûr. » Il sortit une liasse de billets qui fit écarquiller les yeux d'Élise. Elle n'avait jamais vu autant d'argent liquide de sa vie. « Ce n'est pas une question d'argent, » protesta-t-elle embarrassée. « C'est juste que elle ne savait pas comment expliquer qu'elle ne pouvait pas abandonner un homme dans cet état, même richissime, sans paraître condescendante. « Écoutez, j'habite pas très loin d'ici. Vous pouvez venir chez moi, dormir sur le canapé, et demain matin, vous serez en état de rentrer chez vous. » Alexandre la regarda avec surprise. « Vous feriez ça? Pour un parfait inconnu? »« Vous n'êtes plus un parfait inconnu, » répondit Élise avec un sourire timide. « Vous êtes Alexandre et vous avez besoin d'aide. » La proposition était folle, elle le savait. Inviter un homme qu'elle venait de rencontrer dans son minuscule studio, c'était contraire à toutes les règles de prudence qu'on lui avait inculquées. Mais il y avait quelque chose chez Alexandre qui lui inspirait confiance, une noblesse naturelle qui transcendait son état d'ébriété. « Vous êtes sûr ?» insista-t-il. « Je ne voudrais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas, » répondit Élise en éteignant les lumières du café. Et puis on ne laisse pas quelqu'un sous la pluie, surtout par un temps pareil. Ils sortirent ensemble dans la nuit parisienne, Alexandre s'appuyant légèrement sur le bras d'Élise pour garder son équilibre. La pluie avait redoublé d'intensité, transformant les rues en rivières temporaires. Heureusement, le studio d'Élise n'était qu'à 10 minutes de marche, dans une rue calme bordée d'immeubles haussmanniens défraîchis. L'immeuble d'Élise était l'un des moins bien entretenus du quartier, avec sa façade noircie par la pollution et son code d'entrée qui fonctionnait une fois sur deux. « C'est au 5e sans ascenseur », s'excusa Élise en ouvrant la porte d'entrée. « J'espère que ça ira. » Alexandre hocha la tête, concentré sur l'effort de mettre un pied devant l'autre. L'escalier était étroit et mal éclairé. L'odeur de renfermé mêlée à celle de la cuisine du restaurant chinois du rez-de-chaussée créait une atmosphère peu engageante. Mais Alexandre ne fit aucun commentaire, gravissant les marches avec une détermination qui impressionna Élise. Quand elle ouvrit enfin la porte de son studio, Élise eut soudain honte de la pauvreté de son logement. 25 mètres carrés sous les toits, avec une kitchenette dans un coin, un lit, une place contre le mur, et un canapé-lit qui avait connu des jours meilleurs. Le tout était propre et rangé, mais terriblement modeste comparé à ce qu'Alexandre devait connaître. « Ce n'est pas grand-chose » murmura-t-elle en allumant la lumière. « C'est parfait » répondit Alexandre avec sincérité. « Merci Élise, vraiment. » Elle lui apporta une serviette pour qu'il puisse se sécher, ainsi qu'un verre d'eau et 2 cachets d'aspirine. « Pour demain matin, expliqua-t-elle. Vous allez en avoir besoin. » Alexandre s'assit sur le canapé qui grinça légèrement sous son poids et la regarda s'affairer. Il y avait quelque chose de touchant dans ses gestes précis et attentionnés, une gentillesse naturelle qui le bouleversait. Depuis combien de temps personne ne s'était-il occupé de lui de façon aussi désintéressée? « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il à nouveau. « Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi. »« Justement, » répondit Élise en s'asseyant dans le petit fauteuil en face de lui. « Je ne sais rien de vous, alors je ne peux pas vous juger. Tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'aide. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Cette simple phrase résumait tout ce qu'il avait cherché sans le trouver dans son monde de relations intéressées et de mondanité creuse. « Et vous ?» demanda-t-il pour détourner la conversation de sa propre vulnérabilité. « Racontez-moi votre histoire. » Élise eut un petit rire sans joie. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je travaille comme serveuse pour payer mes factures, et le reste du temps, je rêve d'une vie meilleure. Pas très original comme histoire. » Mais Alexandre percevait bien qu'il y avait davantage derrière cette façade résignée. « Vous n'avez pas toujours été serveuse, dit-il.
Je le sens dans votre façon de bouger, de parler. » Élise fut surprise par sa perspicacité. « J'étudiais l'hôtellerie-restauration, avoua-t-elle. Je voulais ouvrir mon propre restaurant un jour, mais mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 4 ans, et j'ai dû abandonner mes études pour rembourser leurs dettes. » Sa voix était calme, mais Alexandre perçut la douleur qu'elle tentait de dissimuler. « Je suis désolé, dit-il doucement. « Ce n'est pas votre faute, répondit Élise avec un haussement d'épaule. C'est la vie. On fait avec ce qu'on a. » Cette philosophie simple mais profonde toucha Alexandre plus qu'il ne voulait l'admettre. Lui qui avait toujours eu tout sans jamais rien apprécier vraiment, découvrait chez cette jeune femme une force et une sagesse qu'il n'avait jamais rencontrées dans son milieu. « Et maintenant, vous avez abandonné votre rêve ? On n'abandonne jamais vraiment ses rêves, répondit Élise avec un sourire mélancolique. On les met juste en sommeil en attendant des jours meilleurs. Ils parlèrent ainsi jusqu'à près de 2 heures du matin, Alexandre retrouvant progressivement sa lucidité et Élise découvrant un homme bien différent de ce qu'elle avait imaginé. Sous le vernis de richesse et de sophistication se cachait quelqu'un de sensible, intelligent, mais profondément blessé par la vie. « Je ferais mieux de vous laisser dormir, » dit finalement Alexandre. « Vous devez être fatigué. »« Un peu, » admit Élise. « Et vous devriez aussi vous reposer. » Elle lui apporta une couverture et un oreiller, s'excusant à nouveau de la modestie de l'hébergement. « J'ai connu bien pire, » la rassura Alexandre, « et surtout, je n'ai jamais été accueilli avec autant de générosité. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et Élise sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose d'intense dans les yeux d'Alexandre, une connexion qu'elle n'arrivait pas à définir, mais qui la troublait profondément. « Bonne nuit, Alexandre, » murmura-t-elle en se dirigeant vers son lit. « Bonne nuit, Élise, et merci pour tout. » Elle éteignit la lumière et se glissa sous ses draps, mais le sommeil ne vint pas immédiatement. Elle entendait la respiration régulière d'Alexandre sur le canapé, et cette présence masculine dans son petit univers la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Qui était vraiment cet homme? Et pourquoi se sentait-elle si troublée par cette rencontre improbable? Le matin arriva trop vite, accompagné des bruits familiers de la circulation parisienne. Élise se réveilla avec la sensation étrange d'avoir rêvé, mais la couverture pliée sur le canapé et l'odeur subtile d'un parfum masculin dans l'air lui confirmèrent la réalité de la nuit précédente. Alexandre était parti, laissant seulement un mot sur la table de la kitchenette. « Merci pour votre bonté, Élise. Vous avez sauvé plus qu'une soirée difficile. » Alexandre. À côté du mot, il avait laissé une enveloppe. Élise l'ouvrit avec des mains tremblantes et découvrit une somme d'argent qui représentait plusieurs mois de son salaire. Son premier réflexe fut de courir après lui pour lui rendre cet argent. Mais Alexandre avait disparu, avalé par l'anonymat de la grande ville. Elle resta là, tenant l'enveloppe, partagée entre la reconnaissance et un sentiment étrange d'abandon. Cette nuit avait été si particulière, si intense, qu'elle avait l'impression qu'Alexandre emportait avec lui une partie d'elle-même. Les jours suivants passèrent dans une étrange mélancolie. Élise retourna au café, servit ses clients habituels, encaissa leur pourboire dérisoire, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait sans cesse à cette nuit, aux conversations qu'ils avaient eues, à l'intensité du regard d'Alexandre. L'argent qu'il avait laissé lui permettrait de souffler un peu, de payer ses factures en retard et même de s'offrir quelques petits plaisirs, mais elle aurait préféré le revoir plutôt que de recevoir cette compensation financière. Le café chez Margot lui semblait encore plus terne qu'avant, les clients encore plus indifférents, la routine encore plus pesante. Elle se surprenait à regarder vers la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait, espérant secrètement voir apparaître la silhouette d'Alexandre. Mais les jours succédaient aux jours sans qu'il reparaisse, et Élise commença à se dire qu'elle avait été naïve de croire qu'un homme de son monde pourrait s'intéresser à elle autrement que par politesse ou reconnaissance passagère. Le mercredi suivant, exactement une semaine après leur rencontre, Élise était en train de nettoyer les tables après le service du déjeuner quand un homme en costume sombre entra dans le café. Il était grand, distingué, avec des cheveux grisonnants et un maintien qui trahissait une fonction importante. Il regarda autour de lui avec une expression légèrement dégoûtée, visiblement peu habitué à ce genre d'établissement populaire. « Mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il en s'approchant du comptoir. « C'est moi », répondit Élise, surprise qu'un homme aussi élégant connaisse son nom. « Je suis maître Dubois, notaire. J'ai une communication importante à vous faire de la part de monsieur Alexandre Monclerc. » Le cœur d'Élise fit un bond.
Alexandre avait pensé à elle, il n'avait pas oublié leur rencontre. « Il va bien » demanda-t-elle avec empressement. « Très bien » la rassura le notaire. « Mais ce dont je dois vous parler concerne une décision qu'il a prise vous concernant. » Le notaire sortit une épaisse enveloppe de sa mallette en cuir et la posa sur le comptoir. « Monsieur Moncler m'a chargé de vous remettre ceci. Il s'agit de documents légaux concernant un transfert de propriété. » Élise le regarda sans comprendre. « Un transfert de propriété ? Mais je ne comprends pas. Mademoiselle Moreau, dit solennellement le notaire, vous êtes désormais propriétaire de l'hôtel des Grands Boulevards, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris. » Le monde d'Élise bascula. Elle s'appuya au comptoir pour ne pas tomber, le souffle coupé par l'énormité de ce qu'elle venait d'entendre. « Mais c'est impossible, balbutia-t-elle. Il doit y avoir une erreur. » « Il n'y a aucune erreur, répondit calmement le notaire. Monsieur Moncler a été très clair dans ses instructions. Il souhaite vous offrir cet hôtel en reconnaissance de votre gentillesse et de votre humanité. Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Un hôtel. Elle qui rêvait d'ouvrir un petit restaurant se retrouvait propriétaire d'un palace parisien. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Monsieur Moncler m'a dit que vous aviez sauvé bien plus qu'une soirée difficile, répéta le notaire en reprenant les mots exacts d'Alexandre. Il estime avoir une dette envers vous. Élise secoua la tête, abasourdie. Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste été humaine. C'est exactement ce que monsieur Moncler a dit que vous répondriez, sourit le notaire. Il vous connaît bien, apparemment. Les documents officiels confirmaient l'incroyable réalité. Élise Moreau était désormais propriétaire de l'hôtel des Grands Boulevards, un établissement 5 étoiles de 150 chambres, avec 3 restaurants, un spa et une valeur estimée à plus de 100 millions d'euros. Le notaire lui expliqua les détails pratiques. Une équipe de direction expérimentée était en place. L'hôtel était rentable, et elle toucherait des revenus substantiels, même sans s'occuper de la gestion quotidienne. Il y a aussi ceci, ajouta le notaire en lui tendant une enveloppe plus petite. Une lettre personnelle de monsieur Moncler. Élise prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, l'écriture élégante d'Alexandre couvrait une feuille de papier à en-tête. « Chère Élise, vous m'avez rendu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, l'espoir en la bonté humaine. Cette nuit dans votre petit studio m'a plus apporté que toutes les richesses que j'ai possédées. Acceptez ce cadeau non comme une récompense, mais comme la reconnaissance d'une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser. Vous méritez de voir vos rêves devenir réalité. Avec toute ma gratitude et mon admiration, Alexandre. » Élise relut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Elle ne pouvait pas accepter un cadeau d'une telle valeur, c'était impossible. « Où puis-je le joindre ?» demanda-t-elle au notaire. « Il faut que je lui parle. »« Monsieur Moncler m'a dit que vous demanderiez à le voir, » répondit le notaire avec un sourire mystérieux. « Il vous attend à l'hôtel cet après-midi à 16 h. » Le cœur d'Élise s'emballa à nouveau. Elle allait le revoir, pouvoir lui expliquer qu'elle ne pouvait pas accepter, et surtout comprendre pourquoi il avait fait cela. L'après-midi même, Élise se trouvait devant l'imposante façade de l'hôtel des Grands Boulevards. L'établissement était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. 8 étages de pierre blanche, des balcons ouvragés, une entrée majestueuse surmontée d'un auvent doré. Des voituriers en uniforme s'empressaient autour des véhicules de luxe et le balai incessant des clients élégants créait une atmosphère de raffinement absolu. Élise hésita un instant avant de franchir le seuil. Elle portait sa plus belle robe, une petite chose noire qu'elle avait achetée dans une friperie et qui lui donnait un minimum d'assurance, mais elle se sentait terriblement déplacée dans ce temple du luxe. Le hall d'entrée la coupa littéralement le souffle. Un plafond à caissons de 15 mètres de haut, des colonnes de marbre, des lustres en cristal qui projetaient 1000 feux et partout cette atmosphère feutrée qui caractérise les grands hôtels parisiens. « Mademoiselle Moreau !» Une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'elle. Elle était vêtue d'un tailleur impeccable et dégageait cette assurance tranquille des professionnels de l'hôtellerie de luxe. « Je suis Madame Beaumont, la directrice générale. Monsieur Moncler vous attend dans le salon privé. » Élise la suivit à travers les couloirs richement décorés, passant devant des œuvres d'art qui valaient probablement plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. Le salon privé était une merveille de décoration classique française, boiseries d'époque, fauteuils en cuir patiné, bibliothèque garnie de livres anciens et une cheminée de marbre où crépitait un feu accueillant. Alexandre se tenait debout près de la fenêtre, regardant l'animation du boulevard en contrebas.
Il portait un costume sombre parfaitement coupé et ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Il avait retrouvé toute sa prestance naturelle, mais quand il se tourna vers Élise, elle retrouva dans ses yeux cette vulnérabilité qui l'avait tant touché. « Élise, dit-il simplement en s'avançant vers elle, merci d'être venue. » Elle resta un moment sans voix, frappée par l'étrangeté de la situation. Une semaine plus tôt, cet homme titubait dans son café, et maintenant elle le retrouvait dans ce salon princier dont il venait de faire sa propriétaire. « Alexandre, commença-t-elle, je ne peux pas accepter... »« Asseyez-vous, je vous prie, » l'interrompit-il doucement. « Laissez-moi vous expliquer. » Ils prirent place dans les fauteuils face à la cheminée, et un serveur en livrée apporta silencieusement un service à thé en porcelaine de Sèvres. Élise n'osait pas toucher aux délicates tasses, tant elle avait peur de casser quelque chose qui valait probablement plus que son salaire mensuel. « Cette nuit chez vous, commença Alexandre, a changé ma vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. » Sa voix était grave, chargée d'émotion. « J'étais au bout du rouleau, Élise. Financièrement, tout allait bien, mais moralement, spirituellement, j'étais en train de mourir. » Il lui raconta alors son histoire, et Élise découvrit un homme bien différent de l'image qu'elle s'était faite des milliardaires. Alexandre avait hérité de l'empire familial à 28 ans, après la mort brutale de son père dans un accident d'avion. Depuis 10 ans, il dirigeait un groupe hôtelier international, mais cette responsabilité écrasante l'avait progressivement coupé de toute vie personnelle authentique. « J'étais entouré de gens qui ne me voyaient que comme un portefeuille sur pattes, expliqua-t-il. Des amis intéressés, des femmes vénales, des collaborateurs serviles. Je ne savais plus qui j'étais vraiment. » La soirée où il avait échoué dans le café d'Élise était le point culminant d'une crise personnelle profonde. Il venait d'apprendre que sa fiancée, une héritière qu'il fréquentait depuis 2 ans, le trompait avec son meilleur ami. Ce n'était même pas de l'amour. Entre nous, admit-il, c'était un arrangement social, 2 fortunes qui s'unissaient. Mais découvrir leur trahison m'a fait réaliser à quel point ma vie était vide et factice. Il avait alors renvoyé son chauffeur et avait erré dans Paris, noyant son désespoir dans l'alcool jusqu'à ce que le hasard le conduise chez Margot. « Et puis vous êtes arrivé, » continua Alexandre en regardant Élise avec intensité. « Une parfaite inconnue qui n'avait aucune raison de s'occuper de moi, qui ne savait même pas qui j'étais, et qui m'a offert sa générosité sans rien attendre en retour. Pour la première fois depuis des années, j'ai rencontré quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui me voyait comme un être humain et non comme un compte en banque. » Élise sentit ses joues s'empourprer sous l'intensité de son regard. « Mais Alexandre, protesta-t-elle, ce que j'ai fait n'était rien d'extraordinaire. N'importe qui d'un peu décent aurait agi de même. »« Détrompez-vous, répondit-il avec amertume. J'ai vécu assez longtemps dans mon milieu pour savoir que la vraie gentillesse désintéressée est infiniment plus rare que vous ne le pensez. Ce soir-là, vous m'avez rendu quelque chose que j'avais perdu, la foi en la bonté humaine. » Il se leva et se mit à arpenter la pièce, visiblement ému par ses propres souvenirs. « Quand je me suis réveillé le lendemain matin dans votre petit studio, poursuivit-il, j'ai eu l'impression de renaître. Cette nuit m'a rappelé qui j'étais vraiment. Avant, l'argent et les responsabilités ne me transforment en automate. J'ai compris que je voulais retrouver cette simplicité, cette authenticité que vous incarnez si naturellement. » Élise l'écoutait, bouleversée par la sincérité de ses paroles. Elle commençait à comprendre que son geste apparemment anodin avait eu des répercussions qu'elle n'avait jamais imaginées. « Mais pourquoi l'hôtel » demanda-t-elle. « Pourquoi un cadeau si énorme ?»« Parce que vous m'avez dit que vous rêviez d'avoir votre propre restaurant » répondit Alexandre en s'arrêtant devant elle. « Et aussi parce que j'ai besoin de quelqu'un comme vous dans ma vie professionnelle. Quelqu'un d'authentique, qui comprend vraiment ce que signifie l'hospitalité. » Il s'agenouilla devant son fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. « Élise, acceptez cet hôtel, non pas comme une charité, mais comme un investissement dans quelque chose de beau que nous pourrions construire ensemble. » Le contact de ses mains chaudes et fermes fit frémir Élise. Elle voyait dans ses yeux une sincérité qui la troublait profondément. « Mais je ne connais rien à la gestion d'un hôtel de cette envergure, » murmura-t-elle. « Je vais tout faire échouer. »« Vous avez étudié l'hôtellerie-restauration, » lui rappela Alexandre. « Vous avez l'instinct, la passion et surtout cette humanité qui fait toute la différence dans notre métier. L'équipe en place s'occupera des aspects techniques, mais votre vision, votre cœur, c'est exactement ce dont cet établissement a besoin pour retrouver son âme. » Alexandre lui expliqua alors que l'hôtel des Grands Boulevards, malgré sa réputation et sa rentabilité,
avait perdu selon lui cette chaleur humaine qui faisait la différence entre un simple hébergement de luxe et une véritable expérience d'hospitalité. Les clients viennent pour le prestige, pour les équipements, mais ils repartent sans avoir vécu quelque chose d'inoubliable, dit-il. Vous avez ce don naturel pour faire se sentir les gens uniques et importants. Cette nuit, dans votre studio, j'ai ressenti plus d'attention authentique qu'en 10 ans dans les palaces les plus coûteux du monde. Élise sentait sa résistance faiblir devant la passion d'Alexandre, mais l'ampleur du cadeau l'effrayait encore. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? Alors nous échouerons ensemble, répondit Alexandre avec un sourire. Mais je ne crois pas que vous échouerez. J'ai appris à juger les gens, Élise, et vous avez en vous quelque chose de rare et de précieux. Il se releva et retourna près de la fenêtre. De plus, dit-il avec une note d'humour dans la voix, considérez cela comme un défi. Vous qui rêviez d'un petit restaurant, voilà l'occasion de gérer 3 restaurants étoilés d'un coup. Cette remarque fit sourire Élise malgré ses appréhensions. Elle commençait à entrevoir les possibilités fantastiques que cette opportunité représentait. Non seulement elle pourrait enfin exercer sa passion, mais elle le ferait dans un cadre exceptionnel, avec des moyens qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Il y a une condition cependant, ajouta Alexandre en se tournant vers elle. Laquelle? Demanda Élise, soudain inquiète. Que vous me permettiez de rester impliqué dans l'hôtel, pas comme propriétaire, mais comme consultant. J'ai besoin de me rapprocher du terrain, de retrouver cette passion qui m'animait avant que les conseils d'administration et les rapports financiers ne prennent toute la place. Élise réalisa qu'Alexandre avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de cette chance inespérée. Vous voulez dire que nous travaillerions ensemble? Si vous acceptez, oui. Je pourrais vous apprendre les aspects business de l'hôtellerie et vous pourriez m'aider à retrouver son côté humain. L'idée de collaborer avec Alexandre, de le côtoyer quotidiennement, fit battre le cœur d'Élise plus fort qu'elle ne voulait l'admettre, mais elle savait aussi que mélanger sentiments et affaires était dangereux. « Alexandre, dit-elle doucement, je dois vous avouer quelque chose. Cette nuit que nous avons passée, à parler, à nous découvrir, ça m'a marqué, plus que je ne voudrais l'admettre. Moi aussi, Élise, répondit-il en s'approchant d'elle. Moi aussi. Leurs regards se croisèrent, et Élise sentit une tension électrique emplir la pièce. Mais c'est exactement pour cela que nous devons être prudents, continua-t-elle. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'accepte votre offre pour d'autres raisons que professionnelles. Alexandre s'arrêta à quelques pas d'elle, respectant sa mise en garde, mais ne cachant pas l'émotion qui l'habitait. Élise, ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec cette proposition. L'hôtel, c'est ma façon de vous dire merci et de vous donner la chance que vous méritez. Ce qui pourrait naître entre nous, eh bien, cela dépendra de nous deux, et du temps. Sa franchise touchait Élise au cœur. Cet homme puissant, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, lui montrait une vulnérabilité et un respect qui la bouleversait. Alors, demanda Alexandre avec un sourire encourageant, acceptez-vous de devenir ma partenaire dans cette aventure, partenaire professionnel, précisa Élise avec un sourire en retour. Bien sûr, partenaire professionnel, répéta Alexandre, mais ses yeux disaient autre chose. Dans ce cas, dit Élise en se levant et en lui tendant la main, marché conclu, monsieur Monclerc. Quand leurs mains se serrèrent, une décharge électrique parcourut le bras d'Élise, et elle sut qu'elle venait de s'engager dans bien plus qu'une simple aventure professionnelle. Madame Beaumont fut rappelée pour organiser la transition. Cette femme d'expérience accueillit la nouvelle avec un professionnalisme parfait, mais Élise perçut une pointe de scepticisme dans son regard. Comment cette jeune serveuse sans expérience allait-elle gérer un établissement de cette envergure? Madame, Beaumont sera votre bras droit, expliqua Alexandre. Elle connaît l'hôtel sur le bout des doigts et saura vous guider dans les premiers temps. Je ferai de mon mieux pour vous assister, mademoiselle Moreau, dit la directrice avec courtoisie. Voulez-vous que nous commencions la visite? Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de découvertes pour Élise. Elle visita les 150 chambres et suites, toutes décorées avec un goût exquis, mêlant tradition française et confort moderne. Les 3 restaurants l'impressionnèrent particulièrement. Le jardin d'hiver, avec sa verrière art nouveau, la table du chef, avec sa cuisine ouverte et ses 2 étoiles Michelin, et le bistrot parisien, avec son ambiance plus décontractée, mais tout aussi raffinée. Le spa au sous-sol avec sa piscine à débordement et ses cabines de soins était un havre de paix absolue. Les chiffres sont excellents, expliquait Madame Beaumont
en lui montrant les derniers rapports financiers. Nous affichons un taux d'occupation de 92% en moyenne annuelle. Et nos 3 restaurants sont complets 6 soirs sur 7. Élise hocha la tête, essayant d'assimiler toutes ces informations. Elle, qui comptait les centimes pour boucler ses fins de mois, se retrouvait à la tête d'une entreprise qui générait des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais il y a des défis, continua la directrice. La concurrence s'intensifie, les clients deviennent plus exigeants. Et nous devons constamment innover pour maintenir notre position. Alexandre, qui les accompagnait silencieusement, intervint. C'est exactement là que votre vision sera précieuse, Élise. Madame Beaumont excelle dans la gestion opérationnelle, mais nous avons besoin d'un regard neuf sur l'expérience client. Élise acquiesça, commençant à entrevoir comment elle pourrait apporter sa contribution. En fin d'après-midi, ils se retrouvèrent dans le bureau directorial, une pièce somptueuse avec vue sur les grands boulevards. Élise s'assit dans le fauteuil de cuir derrière l'imposant bureau d'acajou, et l'irréalité de la situation la frappa de nouveau. Ce matin encore, elle servait des cafés dans un petit établissement de quartier, et voilà qu'elle se trouvait à la tête de l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris. « Ça va ?» demanda Alexandre, remarquant son expression. « C'est juste... c'est énorme, » murmura Élise. « J'ai l'impression de rêver. »« C'est normal, » la rassura Alexandre. « Moi-même, quand j'ai pris les rênes du groupe familial, j'ai eu le vertige pendant des semaines. Mais vous verrez, on s'habitue plus vite qu'on ne le pense. » Il s'assit en face d'elle, de l'autre côté du bureau. « Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Toute l'équipe est là pour vous épauler et moi aussi. » Le regard bienveillant d'Alexandre redonna confiance à Élise. Cet homme avait foi en elle, et cette confiance était contagieuse. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle avec une détermination nouvelle. « Par apprendre à connaître vos équipes » répondit Alexandre. « Un hôtel, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Demain matin, nous organiserons une réunion avec tous les chefs de service. Vous pourrez vous présenter et exposer votre vision. » L'idée de s'adresser à des professionnels expérimentés intimidait Élise, mais elle savait qu'il fallait franchir ce cap. « Et ce soir » demanda-t-elle. « Ce soir, dit Alexandre avec un sourire malicieux, je vous invite à dîner à la table du chef. Il faut que vous goûtiez la cuisine de votre établissement. » L'invitation fit rougir Élise. Dîner avec Alexandre dans ce cadre somptueux relevait encore du rêve pour elle. « Je ne suis pas habillée pour... »« Vous êtes parfaite, » l'interrompit Alexandre. « Et puis, vous êtes chez vous maintenant. » Cette phrase simple eut un effet électrisant sur Élise, chez elle. Elle était chez elle dans ce palace parisien. Le dîner fut une révélation. Élise découvrit une cuisine d'exception, où chaque plat était une œuvre d'art autant qu'une explosion de saveurs. Le chef Vincent Dubois, un homme passionné d'une 40aine d'années, vint personnellement leur présenter ses créations. « C'est un honneur de cuisiner pour la nouvelle propriétaire, dit-il à Élise. « Monsieur Moncler m'a dit que vous aviez étudié la restauration ?»« Il y a longtemps, » répondit modestement Élise. « Alors vous comprendrez que cuisine et hôtellerie ne font qu'un, sourit le chef. L'une magnifie l'autre. » Alexandre observait Élise tout au long du repas, admirant sa capacité d'adaptation et son naturel avec le personnel. Malgré l'environnement intimidant, elle parvenait à créer une atmosphère chaleureuse autour d'elle, posant des questions pertinentes, s'intéressant sincèrement aux réponses. « Vous avez l'étoffe d'une grande hôtelière, » lui dit-il entre deux services. « Vous croyez ? Vraiment ? J'en suis certain. » Leurs regards se croisèrent par-dessus les verres de champagne, et Élise sentit son cœur s'emballer. La soirée se termina sur la terrasse privée du dernier étage, avec vue sur Paris illuminée. Élise contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds, encore incrédule devant le tour que venait de prendre sa vie. « À quoi pensez-vous » demanda Alexandre, debout près d'elle à la balustrade. « À ma vie d'avant » répondit Élise. « Il y a une semaine, j'étais désespérée, sans avenir, et maintenant ?» « Et maintenant ?»« Maintenant, j'ai l'impression que tout devient possible. » Alexandre se rapprocha d'elle, et Élise sentit la chaleur de son corps dans la fraîcheur du soir. « Élise, » murmura-t-il, « je dois vous dire quelque chose d'important. »« Quoi ? Ce que je ressens pour vous va bien au-delà de la reconnaissance. Dès cette première nuit, vous avez touché quelque chose en moi que je croyais mort. » Élise se tourna vers lui, troublée par l'intensité de sa voix. « Alexandre, je sais que c'est compliqué, » continua-t-il. « Je sais que nous devons être prudents, que les affaires et les sentiments ne font pas bon ménage, mais je ne peux pas faire semblant que vous me laissez indifférent. » Le cœur d'Élise battait la chamade. Elle aussi ressentait cette attraction puissante, cette connexion qui semblait défier toute logique. « Moi non plus, »
avoua-t-elle dans un souffle. Mais Alexandre, nous venons de mondes tellement différents. Les mondes peuvent se rejoindre, murmura-t-il en caressant doucement sa joue. Vous me l'avez prouvé cette nuit-là. Leurs visages se rapprochèrent lentement, et Élise ferma les yeux, prête à s'abandonner à ce baiser qu'elle désirait autant qu'elle le redoutait. Mais au dernier moment, elle posa sa main sur la poitrine d'Alexandre, l'arrêtant. « Pas encore », murmura-t-elle. « Pas maintenant. Il faut que je digère tout cela, que je trouve mes marques dans ce nouveau monde. » « Vous avez raison, dit Alexandre en reculant légèrement, visiblement déçu mais respectueux de sa décision. « Pardonnez-moi, je me suis laissé emporter. »« Il n'y a rien à pardonner, » répondit Élise en souriant. « Mais laissons-nous le temps. Si ce que nous ressentons est réel, cela attendra. » Alexandre la raccompagna chez elle ce soir-là, dans l'une de ses voitures avec chauffeur. Le trajet se déroula dans un silence chargé d'émotions, leurs mains frôlées sur la banquette arrière, créant une électricité palpable. Quand la voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Élise, Alexandre descendit pour lui ouvrir la portière. « Demain matin, 9 heures, à l'hôtel ?» dit-il. « Je serai là, » promit Élise. « Bonne nuit, Élise. Et encore une fois, merci. Pour tout. Bonne nuit, Alexandre. » Élise remonta dans son studio, mais tout lui parut différent. Les meubles de récupération, les murs défraîchis, l'exiguïté des lieux prenaient une dimension nouvelle, maintenant qu'elle savait qu'elle pourrait bientôt s'offrir n'importe quel appartement parisien. Mais, étrangement, elle ne ressentait pas d'impatience à quitter ce lieu qui avait été témoin de sa rencontre avec Alexandre. C'était ici que tout avait commencé, ici qu'elle avait découvert qu'un homme richissime pouvait être vulnérable et authentique. Elle s'endormit ce soir-là en repensant aux événements extraordinaires de la journée, mais surtout à cet instant sur la terrasse où Alexandre avait failli l'embrasser. Elle avait eu raison de l'arrêter, mais son corps entier réclamait ce contact qu'elle s'était refusé. Les jours à venir allaient être un défi permanent. Apprendre à diriger un hôtel de luxe tout en gérant l'attraction grandissante qu'elle ressentait pour Alexandre. Mais pour la première fois depuis la mort de ses parents, Élise s'endormit avec le sentiment que l'avenir lui réservait de belles surprises. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle enfila sa plus belle tenue, un tailleur acheté en solde mais qui lui donnait une allure professionnelle, et se dirigea vers l'hôtel des Grands Boulevards. En poussant les portes de cristal, elle ne se sentait plus comme une visiteuse intimidée, mais comme la propriétaire des lieux. Cette pensée lui donna une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Alexandre l'attendait dans le hall, impeccable dans un costume gris anthracite qui soulignait l'éclat de ses yeux bleus. « Bonjour, patronne », dit-il avec un sourire taquin qui fit rosir les joues d'Élise. « Bonjour, consultant », répondit-elle sur le même ton. Leurs regards se croisèrent avec une complicité naissante qui n'échappa pas à Madame Beaumont, venue les saluer. La directrice expérimentée nota mentalement que les relations entre la nouvelle propriétaire et M. Monclerc dépassaient probablement le cadre strictement professionnel. La réunion avec les chefs de service eut lieu dans la salle de conférence, une pièce élégante aux murs ornés de gravures anciennes représentant Paris. Une quinzaine de personnes étaient présentes, le chef concierge, les responsables de l'accueil, de la restauration, du spa, de la sécurité, de l'entretien. Tous regardaient Élise avec une curiosité mêlée de scepticisme. Cette jeune femme inconnue allait-elle bouleverser leurs habitudes de travail? « Mesdames et messieurs », commença Élise d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre assurée, « je sais que ma nomination peut vous surprendre. Il y a encore une semaine, j'étais serveuse dans un petit café du 10e arrondissement. » Un murmure parcourut l'assemblée. Alexandre l'encouragea d'un sourire discret. « Mais c'est précisément cette expérience du service au quotidien qui, je l'espère, me permettra d'apporter une vision différente à cet établissement exceptionnel. » Elle continua en expliquant sa philosophie. L'excellence technique devait s'accompagner d'une chaleur humaine authentique. Chaque client devait se sentir unique, et non pas seulement un numéro dans un système bien huilé. « Je ne prétends pas tout connaître de la gestion hôtelière, » dit-elle humblement. « J'ai énormément à apprendre de vous tous, mais en échange, j'aimerais partager avec vous cette passion du service que j'ai développée au contact direct de la clientèle. » Son discours simple et sincère commençait à faire impression. Vincent Dubois, le chef des cuisines, leva la main. « Madame Moreau, quelle est votre vision pour nos restaurants? Comptez-vous changer notre concept ?»« Absolument pas, » répondit Élise. « Votre réputation est excellente, vos étoiles Michelin parlent d'elles-mêmes, mais j'aimerais réfléchir avec vous
au moyen de créer encore plus d'émotions autour de l'expérience culinaire, peut-être des soirées thématiques, des rencontres avec les producteurs, des cours de cuisine pour nos clients les plus passionnés. L'idée plut visiblement au chef, et Élise vit plusieurs visages s'éclairer autour de la table. Alexandre observait la scène avec satisfaction. Élise avait trouvé le ton juste, respecté l'existant, tout en apportant sa propre créativité. « Pour ma part, ajouta-t-elle, j'aimerais passer du temps dans chaque service pour comprendre votre travail au quotidien. Je commencerai dès aujourd'hui par l'accueil, si Madame Legrand est d'accord. » La responsable de l'accueil, une femme d'une quarantaine, d'années à l'allure stricte, hocha la tête avec approbation. La réunion se termina dans une atmosphère plus détendue qu'elle n'avait commencé. En sortant, Alexandre félicita Élise. « Vous avez trouvé exactement les mots qu'il fallait. Je pense que vous avez gagné leur respect. »« J'espère, » répondit Élise. « C'est intimidant de diriger des gens qui ont tant d'expérience. Ils ont de l'expérience, mais vous avez la vision. C'est complémentaire. » Leurs mains se frôlèrent quand il lui tendit les clés du bureau directorial, et cette simple contact fit naître une chaleur délicieuse dans le ventre d'Élise. Les jours suivants furent un apprentissage intensif pour Élise. Elle passa plusieurs heures dans chaque service, observant, questionnant, apprenant. À l'accueil, elle découvrit l'art subtil de la première impression, cette capacité à cerner instantanément les attentes d'un client et à y répondre. Avec les femmes de chambre, elle apprit l'importance de chaque détail. Un pli de drap parfait, une serviette artistiquement pliée, un petit chocolat sur l'oreiller pouvait transformer un séjour ordinaire en souvenir mémorable. Au spa, elle fut impressionnée par la science du bien-être développée par l'équipe. Chaque soin était personnalisé, chaque client recevait une attention particulière. « Nos clients viennent ici pour oublier leurs soucis », expliquait Madame Fontaine, la responsable du spa. « Notre rôle est de créer une bulle de sérénité absolue. » Élise comprenait parfaitement cette philosophie. Elle-même, dans son ancien café, essayait de créer cette petite parenthèse de bonheur pour les clients stressés par leur journée de travail. Mais c'est dans les cuisines qu'Élise se sentit le plus à l'aise. Vincent Dubois lui fit découvrir l'envers du décor de la haute gastronomie, la précision chirurgicale des gestes, la créativité constante, la pression énorme que représentait le maintien de l'excellence jour après jour. Chaque plat qui sort de cette cuisine engage notre réputation, expliquait le chef. Un seul service raté peut anéantir des années de travail. Élise admirait cette exigence absolue, si différente de l'ambiance détendue de son ancien café. Alexandre passait régulièrement voir comment se déroulait son apprentissage, et Élise attendait ses visites avec une impatience qu'elle tentait de dissimuler. Il avait le don de la rassurer par sa seule présence, de lui donner confiance en elle quand le doute la saisissait. « Vous vous en sortez admirablement, » lui disait-il. « L'équipe vous apprécie de plus en plus. »« Vous croyez ? J'en suis certain. Madame Beaumont m'a dit que votre approche humaine changeait déjà l'atmosphère de l'hôtel. » Un soir, après une journée particulièrement intense passée à étudier les comptes avec le directeur financier, Élise s'attarda dans son bureau. Les chiffres dansaient devant ses yeux et elle mesurait l'ampleur des responsabilités qui pesaient maintenant sur ses épaules. 150 employés dépendaient de ses décisions, des millions d'euros étaient en jeu, et la réputation de l'établissement reposait en partie sur sa capacité à maintenir l'excellence. L'angoisse commençait à la gagner quand Alexandre frappa à sa porte. « Vous devriez rentrer chez vous, dit-il en la voyant penchée sur les dossiers. Il est plus de 22 heures. Je n'y arrive pas, avoua Élise en se massant les tempes. Tous ces chiffres, ces projections, ces budgets. J'ai l'impression de ne rien comprendre. C'est normal, la rassura Alexandre en s'approchant de son bureau. Cela fait une semaine que vous découvrez ce métier. Personne ne maîtrise tout en si peu de temps. Il contourna le bureau et se plaça derrière elle, posant doucement ses mains sur ses épaules tendues. Le contact des mains d'Alexandre sur ses épaules fit frémir Élise tout entière. Il commença à masser délicatement ses muscles contractés et elle sentit la tension s'évacuer peu à peu. « Détendez-vous, murmura-t-il. Vous vous mettez trop de pression. » Sa voix grave si près de son oreille créait en elle un trouble délicieux. Elle ferma les yeux, s'abandonnant à ces caresses innocentes qui réveillaient en elle des sensations qu'elle s'efforçait d'ignorer depuis une semaine. « Élise, » murmura Alexandre en se penchant vers elle, « vous êtes extraordinaire. En une semaine, vous avez conquis toute l'équipe, apporté un souffle nouveau à cet hôtel. Ne laissez pas les détails techniques vous faire oublier que vous avez déjà accompli l'essentiel. » Ses lèvres effleurèrent ses cheveux, et Élise sentit son cœur s'emballer.
Elle se tourna vers lui, et leurs visages se trouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Cette fois, elle ne résista pas. Leurs lèvres se joignirent dans un baiser tendre et passionné à la fois. Élise découvrit le goût d'Alexandre, cette saveur unique qui lui fit perdre tous ses repères. Il l'attira vers lui, et elle se leva, se blottissant contre son torse puissant. Le baiser s'approfondit, chargé de tout le désir qu'ils avaient retenu depuis une semaine. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. « Élise » murmura Alexandre en caressant son visage. « Chut !» l'interrompit-elle en posant un doigt sur ses lèvres. « Ne disons rien, pas maintenant. » Elle savait que les mots risquaient de briser la magie de cet instant. Alexandre hocha la tête et l'embrassa à nouveau, plus tendrement cette fois. Ils restèrent ainsi enlacés quelques minutes, savourant cette intimité nouvelle, cette connexion qu'ils ne pouvaient plus nier. « Je vous raccompagne chez vous », dit finalement Alexandre. « D'accord », répondit Élise, encore troublée par l'intensité de ce qui venait de se passer entre eux. Dans la voiture, ils se tenaient la main en silence, comme deux adolescents après leur premier baiser. Élise regardait défiler les lumières de Paris, consciente que sa vie venait encore de basculer. Non seulement elle dirigeait maintenant un hôtel de prestige, mais elle était tombée amoureuse de l'homme qui lui avait offert cette chance inespérée. Devant son immeuble, Alexandre l'embrassa une dernière fois, un baiser plein de promesses pour l'avenir. « À demain, Élise. À demain, Alexandre. » Elle monta dans son studio avec la sensation de flotter sur un nuage. Cette journée avait marqué un tournant. Elle commençait enfin à se sentir à l'aise dans son nouveau rôle et surtout, elle avait franchi le cap avec Alexandre. L'avenir s'annonçait plein de défis, mais aussi de bonheurs inattendus. Le lendemain matin, Élise arriva à l'hôtel avec une énergie nouvelle. Sa relation naissante avec Alexandre lui donnait une confiance en elle qu'elle n'avait jamais connue. Elle salua chaleureusement les employés qu'elle croisait, et ceux-ci lui rendirent ses sourires avec une spontanéité qui montrait qu'elle avait gagné leur sympathie. Madame Beaumont l'attendait avec le planning de la journée. Visite des suites présidentielles, réunion avec les fournisseurs, dégustation de nouveaux vins pour la carte. « Vous semblez en pleine forme ce matin », remarqua la directrice avec un sourire entendu. « Je commence à me sentir vraiment chez moi ici », répondit Élise. « Tant mieux. Et Monsieur Moncler, il va bien ?» La question anodine fit rougir Élise, et Madame Beaumont nota sa réaction. Cette femme d'expérience avait tout de suite deviné que les relations entre la nouvelle propriétaire et l'ancien patron dépassaient le cadre professionnel. « Il va très bien, merci », répondit Élise en s'efforçant de paraître naturelle. Alexandre arriva vers 10 heures, impeccable comme toujours, mais avec dans le regard cette lueur tendre qu'Élise lui connaissait maintenant. « Bonjour Élise », dit-il formellement devant Madame Beaumont. « J'espère que vous êtes prête pour la réunion avec les fournisseurs. »« Tout à fait prête », répondit-elle sur le même ton professionnel. « Parfait, allons-y. » Mais quand ils se retrouvèrent seuls dans l'ascenseur, Alexandre lui prit la main et la porta à ses lèvres. « Vous m'avez manqué cette nuit », murmura-t-il. Élise sentit ses jambes flancher. La réunion avec les fournisseurs fut une épreuve intéressante pour Élise. Elle découvrit l'importance des négociations, l'art de maintenir la qualité tout en maîtrisant les coûts. Alexandre l'observait discrètement, admirant sa capacité d'écoute et ses questions pertinentes. Elle avait cette intuition naturelle qui lui permettait de cerner rapidement les enjeux, même dans un domaine qu'elle découvrait. Après le déjeuner, ils se promenèrent ensemble dans les jardins intérieurs de l'hôtel, un havre de paix au cœur de Paris, avec ses fontaines et ses parterres fleuris. Alexandre dit soudain à Élise, « Je dois vous poser une question importante. Je vous écoute. Pourquoi moi? Vraiment? Vous auriez pu choisir n'importe qui d'autre, quelqu'un de plus expérimenté, de plus... » « De plus quoi ?» l'interrompit Alexandre en s'arrêtant près d'elle. « De plus à votre niveau social. » Alexandre la prit doucement par les épaules. « Élise, vous ne comprenez donc pas? Ce qui m'attire chez vous, c'est justement cette authenticité que n'ont pas les gens de mon milieu. Vous êtes vraie, généreuse, sans calcul. Quand vous m'avez aidé ce soir-là, vous n'aviez aucune idée de qui j'étais, aucun intérêt à en tirer. C'était de la pure bonté humaine. » Ses yeux bleus plongeaient dans ceux d'Élise avec une intensité troublante. Et maintenant, en vous voyant évoluer ici, je découvre que vous avez aussi cette intelligence du cœur qui fait les grands hôteliers. Élise sentit son cœur se gonfler de bonheur. Les doutes qui la rongèrent depuis une semaine s'évaporaient peu à peu sous le regard sincère d'Alexandre. « J'ai encore du mal à croire que tout cela m'arrive, avoua-t-elle. Parfois, j'ai peur de me réveiller
et de découvrir que ce n'était qu'un rêve. « Alors laissez-moi vous prouver que c'est bien réel », murmura Alexandre en se penchant vers elle. Leurs lèvres se joignirent à nouveau, et cette fois, Élise se laissa complètement aller à ses sentiments. Ils furent interrompus par l'arrivée de Madame Beaumont, qui tout sauta discrètement. « Excusez-moi, mais nous avons un petit problème à l'accueil. Un client mécontent réclame la direction. » Élise et Alexandre se séparèrent, légèrement embarrassés d'avoir été surpris. « J'y vais », dit Élise en reprenant immédiatement son rôle professionnel. « Voulez-vous que je vous accompagne ?» proposa Alexandre. « Non, je dois apprendre à gérer ce genre de situation seul. » Alexandre hocha la tête, fier de sa détermination. À l'accueil, Élise découvrit un homme d'affaires visiblement contrarié qui élevait la voix devant Madame Legrand. « Ma suite n'est pas conforme à ce que j'avais demandé, et le service en chambre est d'une lenteur inadmissible. » Élise s'approcha calmement avec ce sourire chaleureux qui était sa marque de fabrique. « Bonjour, monsieur. Je suis Élise Moreau, la directrice de l'établissement. Je suis désolé d'apprendre que votre séjour ne se déroule pas comme prévu. Pouvez-vous me dire exactement ce qui ne va pas ?» L'homme, surpris par l'approche bienveillante d'Élise, baissa progressivement le ton. Elle l'écouta attentivement, posa les bonnes questions, et en quelques minutes avait non seulement résolu son problème, mais l'avait transformé en client satisfait. « Vous savez, dit-il avant de repartir, on sent que vous vous préoccupez vraiment de nous. C'est rare de nos jours. » Madame Legrand regardait Élise avec admiration. Cette jeune femme avait un don naturel pour apaiser les tensions. « Comment avez-vous fait ?» demanda la responsable de l'accueil. Il était furieux. « J'ai juste écouté », répondit simplement Élise. La plupart du temps, les gens en colère ont surtout besoin qu'on les entende. Alexandre, qui avait observé la scène de loin, s'approcha. « Bravo », dit-il discrètement. « Vous venez de transformer un client mécontent en ambassadeur de l'hôtel. »« J'ai eu de la chance », répondit modestement Élise. « Ce n'était pas de la chance, c'était du talent. » Les semaines suivantes confirmèrent les intuitions d'Alexandre. Sous la direction d'Élise, l'hôtel gagnait en chaleur humaine sans rien perdre de son excellence technique. Les commentaires clients s'amélioraient, l'ambiance de travail devenait plus sereine, et même les collaborateurs les plus sceptiques reconnaissaient que la nouvelle directrice apportait quelque chose d'unique à l'établissement. Élise et Alexandre apprenaient aussi à concilier leurs relations professionnelles et personnelles. Ils s'imposaient une discrétion absolue pendant les heures de travail, mais le soir venu, ils se retrouvaient pour de longs dîners en tête-à-tête, où ils partageaient leurs projets et leurs rêves. Alexandre découvrait chez Élise une compagne intelligente et passionnée, tandis qu'elle apprenait à connaître l'homme sensible qui se cachait derrière le masque du businessman. Un mois après, la prise de fonction d'Élise, l'hôtel reçut une visite surprise d'un critique gastronomique réputé. Vincent Dubois était dans tous ses états. « Il est là, incognito, mais je l'ai reconnu. Si son article est mauvais, nous pouvons perdre une étoile. » Élise garda son calme et organisa discrètement un service impeccable. Elle veilla personnellement à ce que chaque détail soit parfait, de l'accueil à la présentation des plats. Le critique repartit sans révéler son identité, mais Élise avait perçu sa satisfaction dans ses gestes et ses expressions. L'article paraîtrait dans 15 jours. En attendant, elle avait décidé d'organiser une soirée spéciale pour remercier tous les employés de leur travail exceptionnel. « Une soirée ?» s'étonna Madame Beaumont. « Ici ? Pourquoi pas ?» répondit Élise. « Nous avons les plus beaux salons de Paris, la meilleure cuisine, l'équipe la plus professionnelle. Il est temps de nous faire plaisir. » La soirée fut un succès retentissant. Élise avait transformé le grand salon en piste de danse, Vincent Dubois avait préparé un buffet exceptionnel et pour une fois, les employés de l'hôtel étaient les invités d'honneur. Elle circulait parmi eux, dansant avec le chef concierge, bavardant avec les femmes de chambre, créant cette ambiance familiale qu'elle avait toujours rêvé d'instaurer dans un établissement. Alexandre l'observait depuis le bar, ému par sa capacité à rassembler et à faire rayonner les autres. « Elle est extraordinaire, n'est-ce pas ?» Madame Beaumont s'était approchée de lui. « Oui », répondit Alexandre, sans quitter Élise des yeux. « Elle a transformé cet hôtel en quelques semaines. Et vous aussi, monsieur Monclerc, vous avez retrouvé cette passion que vous aviez perdue. » Alexandre sourit. Cette femme perspicace avait raison. Grâce à Élise, il redécouvrait le plaisir de son métier. Vers minuit, quand les derniers employés furent partis, Élise et Alexandre se retrouvèrent seuls dans le salon déserté. La soirée avait été magique et ils étaient tous deux encore sous le charme de cette ambiance exceptionnelle. « Merci », dit Alexandre en prenant Élise dans ses bras. « De quoi ? De m'avoir rendu la vie. »
Ils dansèrent lentement sur les derniers accords de musique, seuls au monde dans ce palace endormi. « Élise, murmura Alexandre contre son oreille, je t'aime. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, et Élise sentit son cœur exploser de bonheur. « Moi aussi, je t'aime, Alexandre. » Ils s'embrassèrent passionnément, scellant enfin leurs sentiments par cet aveu qu'ils retenaient depuis si longtemps. Cette nuit-là, Élise ne rentra pas chez elle. Elle suivit Alexandre dans sa suite, et ils s'aimèrent avec toute la passion qu'ils avaient contenue pendant des semaines. Le lendemain matin, ils furent réveillés par le téléphone. L'article du critique gastronomique venait de paraître en avant-première sur Internet. Alexandre décrocha, puis raccrocha avec un sourire radieux. « Alors ?» demanda Élise, inquiète. « Lisez plutôt », dit-il en lui tendant sa tablette. L'article était dithyrambique. L'hôtel des Grands Boulevards a retrouvé son âme. Sous la direction de mademoiselle Élise Moreau, cet établissement mythique allie désormais excellence technique et chaleur humaine authentique. Un séjour inoubliable dans un Paris retrouvé. Élise fondit en larmes de bonheur. Non seulement son travail était reconnu par l'un des critiques les plus exigeants de France, mais elle avait enfin trouvé sa place dans la vie. « Je suis si fier de vous », murmura Alexandre en la serrant contre lui. « Vous avez réussi au-delà de tous mes espoirs. »« Nous avons réussi, » corrigea Élise. « Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » 6 mois plus tard, l'hôtel des Grands Boulevards figurait en tête de tous les classements parisiens. Élise avait définitivement quitté son petit studio pour emménager avec Alexandre dans un somptueux appartement avenue Foch. Elle avait gardé quelques meubles de son ancienne vie, notamment le petit canapé sur lequel Alexandre avait dormi cette nuit, qui avait tout changé. Ils trônaient maintenant dans leur bureau, témoins de leur rencontre improbable. Un soir, Alexandre organisa un dîner surprise sur la terrasse de l'hôtel. Élise découvrit une table dressée avec raffinement, éclairée par 1000 bougies. Au menu, tous les plats qu'ils avaient à partager lors de leur premier dîner ensemble. « Qu'est-ce que c'est que tout cela ?» demanda-t-elle, émue. « L'anniversaire de notre rencontre », répondit Alexandre. « Il y a exactement 1 an aujourd'hui que vous avez sauvé un homme ivre perdu dans la nuit parisienne. » Au dessert, Alexandre se leva et s'agenouilla devant Élise, sortant de sa poche un écrin de velours bleu. « Élise Moreau, vous avez changé ma vie du tout au tout. Vous m'avez appris ce qu'était l'amour véritable. Vous avez donné un sens à mon existence. Accepteriez-vous de devenir ma femme ?» La bague était magnifique, un solitaire qui brillait de 1000 feux sous les étoiles parisiennes. Mais ce qui brillait le plus, c'étaient les larmes de bonheur dans les yeux d'Élise. « Oui, Alexandre, 1000 fois oui !» Elle se jeta dans ses bras, et ils s'embrassèrent avec toute la passion de leur amour triomphant. Autour d'eux, Paris s'étendait dans la nuit, témoin de cette histoire d'amour née de la générosité d'une jeune femme et de la reconnaissance d'un homme qui avait retrouvé l'espoir. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard dans les jardins de l'hôtel, transformé pour l'occasion en cathédrale de verdure. Tous les employés étaient invités, ainsi que les clients fidèles devenus des amis. Vincent Dubois avait préparé un banquet digne des plus grandes tables françaises. Madame Beaumont, promue, directrice générale du groupe Moncler, était témoin d'Élise. Le petit café chez Margot avait fermé ses portes pour la journée, et toute l'équipe était présente pour célébrer leur ancienne collègue, devenue la femme la plus heureuse de Paris. Pendant la cérémonie, Élise repensa à cette nuit pluvieuse où elle avait ouvert sa porte à un inconnu en détresse. Jamais elle n'aurait imaginé que ce geste simple, dicté par sa seule humanité, changerait à ce point sa destinée. Elle regarda Alexandre si beau dans son smoking, qui lui souriait avec cet amour infini qu'elle lisait dans ses yeux depuis leur premier baiser. « Mes chers amis, » dit Alexandre dans son discours, « on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, mais la bonté, la générosité, l'amour véritable peuvent transformer une vie entière. Élise m'a offert bien plus qu'un abri cette nuit-là. Elle m'a rendu à moi-même. Elle m'a appris que la vraie richesse se trouve dans le cœur humain. » Il leva son verre vers sa jeune épouse. « À Élise qui a transformé un homme perdu en homme comblé, à l'amour qui triomphe de tout. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire d'amour? Croyez-vous aux contes de fées modernes? Laissez-moi un commentaire pour partager vos impressions. » Épilogue. 3 ans plus tard, Élise et Alexandre dirigeaient ensemble un empire hôtelier qui s'étendait maintenant à toute l'Europe. Ils avaient créé la Fondation Moreau-Moncler, qui offrait des bourses d'études en hôtellerie aux jeunes issus de milieux modestes. Leur premier enfant, une petite fille qu'ils avaient prénommée Espérance,
babillait joyeusement dans son berceau installé dans le bureau directorial de l'hôtel. Chaque année, le 15 novembre, anniversaire de leur rencontre, ils retournaient dîner dans le petit café chez Margot que Madame Beaumont avait racheté et transformé en bistrot de quartier chaleureux. Ils s'asseyaient à la même table où Alexandre avait bu son premier café, et ils se remémoraient cette nuit magique qui avait tout changé. L'hôtel des Grands Boulevards était devenu une référence mondiale, cité dans tous les guides comme l'exemple parfait de l'hospitalité française. Mais ce dont Élise était le plus fière, c'était de l'atmosphère familiale qu'elle avait réussi à créer. Les employés ne restaient pas seulement pour le salaire, mais pour cette ambiance unique, où chacun se sentait respecté et valorisé. Un soir, alors qu'elle bordait la Petite Espérance, Élise regarda par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Elle repensa à cette jeune serveuse désespérée qu'elle avait été, à ses rêves d'alors qui lui paraissaient si modestes maintenant. La vie l'avait menée bien au-delà de ses espérances les plus folles, et tout cela grâce à un simple geste de compassion envers un inconnu. Alexandre la rejoignit, passant ses bras autour de sa taille. « À quoi pensez-vous, Madame Moncler? À quel point la vie est imprévisible ?» répondit Élise en se blottissant contre lui. « Et à quel point j'ai de la chance ?»« Non, » murmura Alexandre en embrassant ses cheveux. « C'est moi qui ai eu de la chance. La chance de rencontrer un ange gardien dans la nuit parisienne. » Ils restèrent ainsi enlacés, regardant leur fille dormir paisiblement, conscients que leur histoire d'amour était née de la plus belle des vertus humaines, la bonté désintéressée. Et quelque part dans Paris, d'autres destins se croisaient peut-être. D'autres vies s'apprêtaient à basculer grâce à un geste simple, un sourire, une main tendue. Car comme le disait souvent Élise à ses équipes, dans l'hôtellerie comme dans la vie, tout commence par un accueil chaleureux et un cœur ouvert. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu et dites-moi en commentaire, croyez-vous que de telles rencontres peuvent vraiment changer une vie? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une situation où la gentillesse a eu des conséquences extraordinaires?